Bonjour, ravi de vous retrouver ici à la recyclerie, ce bar associatif en plein cœur de Paris pour un nouveau numéro des Pieds sur Terre. En cette année dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons décidé de nous intéresser à la consommation électrique de nos villes. Et vous allez le voir, entre l'éclairage public et les bâtiments, les communes sont gourmandes en énergie. Certains ont décidé de faire baisser la note et de consommer moins, direction la Côte d'Azur. Nice, en plein cœur de la nuit. Chaque soir, 80 000 points lumineux s'allument dans toute la métropole. Les rues, les façades se parent de leurs couleurs nocturnes. Coincée entre les Alpes et la Méditerranée, la métropole niçoise se trouve en bout de réseau électrique. C'est ce qu'on appelle une péninsule énergétique. Les jours de surconsommation, Nice risque le blackout total. Être sûr que c'est le 112, parce que le 112 on n'a rien référencé. C'est ce qu'il m'a mis. Immeuble métropole au 112 chemin Sainte-Anne. Ici, dans ces bureaux de la ville, on a constamment l'œil rivé sur les compteurs électriques. Grâce à 20 000 capteurs, 70 bâtiments publics parmi les plus énergivores de la ville sont sous étroite surveillance. Depuis 4 ans, Nice développe une gestion technique intelligente des bâtiments. On est capable de gérer à distance les installations d'éclairage décoratif. Si on prend l'exemple de la bibliothèque Raoul Mille, l'ex-gare du Sud de la ville de Nice, on a ici une installation qui est actuellement éclairée, allumée, et donc à distance, je peux prendre la main et en cas de besoin, notamment énergétique, forcer l'extinction. Les jours d'alerte, en un clic, Sylvain peut plonger dans le noir à l'autre bout de la ville, la façade de la bibliothèque ou encore la promenade des Anglais. Mais au-delà des éclairages décoratifs, le réseau intelligent gère également les chauffages ou la température des piscines pour une réactivité immédiate et une consommation électrique ajustée. Aujourd'hui, avec les équipements raccordés, nous faisons une économie annuelle de l'ordre de 400 MWh, ce qui représente la consommation de chauffage, de groupes scolaires, d'une crèche et d'un musée. Donc déjà, sur les équipements raccordés, nous voyons l'impact que ça peut avoir. D'ici 2017, 250 bâtiments publics devraient être équipés. Mais les économies d'énergie ne se feront pas sans les habitants. Direction Carros, une banlieue industrielle et pavillonnaire. Aujourd'hui, Gérard a sorti sa tondeuse de 1600 watts. Mais lui, il ne consomme pas l'électricité de la ville. Sa maison est équipée d'une pile à énergie solaire. Les jours de plein soleil, une fois la pile rechargée, il doit consommer le surplus d'électricité. Je reçois des messages d'EDF qui me disent qu'on a des journées solaires sur la période de juin fin septembre. Et dans cette période-là, donc de 12h à 16h, c'est là où je profite de mettre en route mon électroménager, tout ce qui peut être la consommation électrique. Gérard fait partie des Niçois volontaires qui adaptent leur consommation énergétique à la production solaire locale. L'hiver, les jours de pointe, certains habitants réduisent leur consommation. Une expérimentation qui, à terme, devrait permettre à certains quartiers d'être autonomes pour ne pas tirer sur le réseau. L'idée du quartier solaire intelligent à Carros, c'est de créer une dynamique locale en matière de performance énergétique. Sur notre territoire, on a plusieurs enjeux. Il s'agit premièrement de maîtriser la demande en électricité, parce qu'on est en situation de péninsule électrique. Et puis il s'agit deuxièmement de développer les énergies locales renouvelables. Premièrement parce qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et deuxièmement parce qu'il faut qu'on augmente la part locale de production dans notre mix énergétique. Mais pour l'heure, ce modèle expérimental n'est pas viable économiquement. Dans l'arrière-pays niçois, d'Uranus, 200 âmes, 80 points lumineux. Et c'est une des premières communes de France à être équipée à 100% de lumière LED pour son éclairage public. En un an,
la facture énergétique de la commune a été divisée par 3. En matière d'éclairage public, les anciennes sources lumineuses produisaient beaucoup de chaleur et éclairaient peu. Maintenant, avec la LED, vous produisez beaucoup de lumière et peu de chaleur. Donc, vous êtes plus performant et vous contribuez au développement durable. Ça nous permet également de réduire nos coûts de maintenance, puisque les anciennes sources lumineuses, par exemple, en fonction du type de source, vous deviez les changer tous les ans ou tous les 3 ans. Avec la LED, vous pouvez très facilement atteindre 12 ans, voire au-delà. Dans la métropole, chaque année, 1000 lampadaires sont remplacés par des LED pour qu'à terme, les 49 communes du territoire soient équipées. Une contribution modeste, mais certaine, à la réduction des gaz à effet de serre. Et j'accueille à mes côtés pour prolonger la discussion Brigitte Bariol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et Jean Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur national de l'énergie. Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, Nice, comme beaucoup de villes en France, tente de faire baisser sa facture énergétique. Les villes françaises sont-elles très énergivores? Alors écoutez, moi, je vais vous répondre par un constat. Quand vous circulez en voiture et que vous avez sur votre voiture un indicateur de température extérieure, dès que vous rentrez dans une ville à l'hiver, la température remonte de 2 à 3 degrés. Quand vous sortez de la ville, la température rebaisse de 2 ou 3 degrés. Ça veut donc dire qu'il y a une déperdition énorme en matière de chauffage et de température dans ces villes. Donc je ne sais pas si elles sont énergivores, je sais que sans doute on peut faire mieux. Brigitte Bariol, les collectivités françaises sont-elles bonnes élèves? Peuvent mieux faire. On a quand même encore un parc de logements très énergivores, de logements et de bâtiments publics aussi. On a beaucoup de mobilité en voiture individuelle et assez peu de production d'énergie renouvelable. Un des premiers postes, justement, donc c'est l'éclairage, malgré des efforts conséquents de la part des communes, comme on l'a vu notamment dans le reportage à Nice. Le parc d'éclairage public français demeure encore vétuste. Un chiffre, 40% des luminaires en service âgés de plus de 25 ans. Alors là, je vais m'adresser peut-être plutôt à vous, Jean Gobert. Pourquoi on en est encore là? Parce que ça n'a pas été le souci des uns et des autres et parce que le souci a été souvent plutôt d'étendre le dispositif que de le contrôler. Dans une zone pavillonnaire, personne ne circule à pied à partir de 9 h le soir l'hiver. Personne. Il n'y a que les chats qui circulent. Pourquoi laisse-t-on l'éclairage toute la nuit? Parce qu'on a fait de la démagogie sur « vous serez plus en sécurité si on allume l'éclairage chez vous », y compris les marchands d'éclairage. Brigitte Bariol, c'est quoi une smart city, une ville intelligente dont on nous parle beaucoup? Alors c'est une ville connectée et le numérique offre beaucoup de possibilités pour mesurer les consommations, pour prédire les engorgements des embouteillages, adapter les prévisions de mobilité. Mais toute cette technologie ne fonctionne pas si derrière il n'y a pas beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut avant tout faire changer les usages, les comportements individuels. Il n'y a pas vraiment de ville intelligente si les citoyens qui la pratiquent n'ont pas cette intelligence de la ville. Donc de la technologie, mais aussi de la pédagogie. Dans les villes se développent de plus en plus les écoquartiers. Est-ce que l'écoquartier, c'est une solution? Moi, je crois beaucoup à l'apport de l'architecture dans la résolution des problèmes. Plein de solutions. Mais moi, je suis dans une région, par exemple la Bretagne, où nous avons du soleil, moins qu'ailleurs, moins que dans certaines autres régions. Ce qui m'a sidéré pendant 30 ou 40 ans, c'est qu'on a construit toutes les maisons à la façade à la rue, même si la rue était au nord. Alors que si on construit les maisons avec la façade au sud, on aura un ensoleillement, donc un réchauffement à l'hiver, dès qu'il y a un jour de soleil, de la maison qu'on ne peut pas avoir. Voilà l'exemple. Donc l'écoquartier, c'est vraiment profiter de tout ce qu'il y a autour de nous en matière d'avantages naturels. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. C'est aussi après la cohérence entre l'habitat et le travail, la cohérence entre l'habitat et les services. Mais en même temps, l'écoquartier représente une part très peu importante, infime de la production.
On a besoin de laboratoires et d'emblèmes, des écoquartiers en sont, mais il ne faut pas oublier l'enjeu de faire muter les 99 autres pourcents du parc de logement qu'il faut aussi traiter. Et c'est plus difficile parce que c'est un travail un peu dans la dentelle et il faut prioriser sur aussi les ménages les moins favorisés qui sont en situation de vulnérabilité ou de précarité énergétique. Une ville post-carbone, ça ressemble à quoi? Jean Gobert et ensuite... Bon ben écoutez, ça ressemble à une ville où on a pensé les choses en harmonie, où on n'a pas mis les zones commerciales à 10 km du centre-ville. Et surtout, si on les a en plus mises sans penser au système de transport en commun, ce qui est le cas dans beaucoup d'agglomérations françaises, hein, si effectivement on a privilégié le transport en commun, si on a privilégié la circulation douce, si nos concitoyens sont capables de comprendre que puisque à Amsterdam ou à Copenhague ou à Oslo, on peut faire du vélo l'hiver, que peut-être qu'on pourra en faire chez nous aussi, que voilà, on peut poser plein de questions comme ça. Et puis, il y a un modèle de développement qu'il faut quand même privilégier, plus dense, permettant plus de transport collectif ou de la marche à pied, la ville des proximités, pour être plus économe dans les émissions de gaz à effet de serre et aussi dans l'énergie consommée dans la mobilité quotidienne. Merci d'être venu enrichir le débat. Et sachez qu'ici, à la recyclerie, ce bar associatif et militant qui nous accueille, eh bien, on a choisi un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Et oui, c'est possible. Centrale hydraulique, installation éolienne, centrale biomasse. La facture est un petit peu plus élevée, 10% en plus. Et puis avant de se quitter, un livre, L'énergie en état de choc aux éditions Erol, des points de vue divers et variés, comme celui de l'entrepreneur Louis Gallois ou bien le climatologue Jean Jouzel, qui livrent leurs réflexions sur les défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre rendez-vous dédié à l'environnement. D'ici là, bien sûr, comme toujours, gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ciao!